je vais encore présenter l'organisateur de ce soir. C'est une fondation qui s'appelle Futur CH. Alors, qu'est-ce que c'est Futur CH? Futur CH est une fondation d'utilité publique. Et elle veut investir dans l'avenir de la Suisse. Donc, ceux qui viennent après nous, les enfants, les petits-enfants. Alors, quels sont les buts de notre organisation? Nous voulons tout d'abord maintenir l'ordre libéral en Suisse. Nous voulons aussi consolider, c'est difficile le français, hein? la famille. Mais la famille avec papa, maman, enfant. Après, nous avons aussi le souci d'informer sur l'islam. Ce que c'est l'islam. Il y a ici des spécialistes, là je vois, qui collaborent avec nous. Et nous voulons aussi informer sur la théorie du genre. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui nous posent la question, qu'est-ce que c'est? Nos thèmes privilégiés, on ne traite pas de tout. On traite surtout de tout ce qui concerne le couple, le mariage et la famille. Après, on parle aussi de tout ce qui concerne les valeurs sociétales qui sont en train de changer parce que nous nous basons sur les valeurs judéo-chrétiennes, donc en tant qu'organisation. Et enfin, l'islam, justement, c'est un des grands thèmes que nous traitons aussi à fond. Je vais donner la parole à M. Paumé. Il va présenter lui-même, n'est-ce pas? Je vais essayer de faire ça. Oui. Alors vous avez vu que le but de cette conférence est de réfléchir à la question de savoir si les médias jouent encore leur rôle de contre-pouvoir. Mais contre-pouvoir à qui? Contre-pouvoir à quoi? C'est évidemment une question qui est très large, vous en conviendrez. Et pour m'être renseigné sur les profils des uns et des autres dans la salle, parce qu'on n'est pas journaliste pour rien, hein, on fait que nos petites enquêtes, eh bien, je peux dire qu'effectivement, on a des publics différents, vous avez des préoccupations qui sont diverses, qui parfois se recoupent, parfois sont en contradiction, parfois se chevauchent, etc. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai lancé mon journal l'année passée, donc Le Peuple, il y a eu assez vite un reportage de la RTS, le téléjournal. Je ne sais plus si c'était à midi ou le soir, mais enfin, je crois que c'était au 19h30. Et puis, tout de suite, la RTS a vu dans la création d'un journal, à partir de pas grand-chose, comme je le faisais, ils ont vu une réaction à la gestion du Covid par les autorités. Et c'était un peu surprenant parce que j'en avais très peu parlé, voire peut-être qu'à ce moment-là, je n'avais encore jamais écrit un article sur le sujet. Mais voilà le message qui sortait de ce reportage de la RTS. Parce que j'aurais été alarmé par le côté... Je crois qu'on est bon. Parce que j'aurais été alarmé par le côté aligné, couvert des médias dans lesquels je travaillais, eh bien, je me serais dit qu'il fallait absolument lancer un titre contestataire qui jouerait, et on y revient déjà, un rôle de contre-pouvoir. Et alors c'était bien anglais, ça ne correspondait pas exactement à la réalité, mais enfin c'est comme ça qu'ils avaient fait le reportage. Mais avant d'entrer dans ces questions liées à l'uniformité, je vais poursuivre un peu cette première réflexion. Donc je vous ai parlé des attentes de personnes qui ont souvent des vues, des positionnements, des idéologies considérées comme assez radicales, et j'ai parlé de leur attente vis-à-vis des médias, en particulier des médias comme le mien. Alors la posture du journaliste ou la posture de l'intellectuel, peut-être que je parle un peu plus comme philosophe, qui est ma formation, que comme journaliste actuellement. Ma posture ne consiste pas à compter les coups, un peu comme un juge en boxe anglaise qui dit « Ah, là, il y a 3 jabs, là, il y a un crochet, c'est lui qui a gagné le round ». C'est pas ça que je fais. En préparant cette conférence, eh bien, je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant pour vous que je vous parle à partir de mon expertise propre. Et mon expertise propre, eh bien, c'est celle d'un journaliste. On va utiliser le terme conservateur par commodité de langage. Mais pourtant, il y a un constat qui est évident, que je crois on s'accorde pour la plupart en tout cas à partager, c'est que l'héritage conservateur, cet héritage intellectuel, dans ce qu'il a de haut, eh bien, cet héritage qui est le mien, qui est sans doute le vôtre pour pas mal d'entre vous, eh bien, il a peu voix au chapitre dans le milieu dont je suis issu.
Alors bien sûr, on a des médias, par exemple dans le monde évangélique, dans le monde chrétien évangélique, qui défendent une vision traditionnelle de la famille, comme on l'a entendu auparavant. Mais ces médias, souvent, s'adressent, grosso modo, à leur propre milieu confessionnel. Ce qui m'intéresse, que j'aimerais développer avec vous, c'est les raisons sociologiques qui ont fait que ces barrières naturelles, la présence de personnes, disons, qui avaient cette espèce de conservatisme un peu spontané, un peu naturel, a disparu des rédactions. Et pour ça, je vais vous parler de mes premières années dans ce métier. Donc, par conservatisme spontané, qu'est-ce que j'entends? Là, je vais vous donner une image à travers la figure d'un éditionneur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un éditionneur. C'est quelqu'un qui reçoit les articles des journalistes, qui les retitre, qui les retravaille pour qu'ils soient un peu plus ronds, un peu plus faciles à lire, parce que quand on a 20 ans, on écrit très mal, et puis quand on a 40 ans, c'est différent, on parle très mal, mais on écrit mieux. Donc on a vu ensemble comment le tempérament conservateur a été évacué de mon métier au niveau des personnes. Maintenant, on va parler de l'aspect idéologique, on va parler des idées, avec quelques points particuliers qui nous montrent comment et pourquoi on n'a pas su faire face à ce que j'appellerais un progressisme sous stéroïdes ou sous anabolisant. Aujourd'hui, c'est certain que le traitement dans les médias classiques de bien des sujets qui nous préoccupent est marqué par une certaine naïveté. Il y a une naïveté envers tout ce qui nous est présenté comme un progrès. Mais cette naïveté, c'est pas l'apanage de la gauche. Pour s'en convaincre, on peut penser à ça. L'idée même, par exemple, de parler de religion, d'oser parler de religion comme d'un principe structurant au sein d'une société, d'un lion dans la société. Le seul fait d'oser parler de ça, déjà sépare la droite en deux. Et même le parti certainement le plus conservateur de l'échiquier en Suisse, je pense à l'UDC, souvent est divisé autour de ces questions. On sait qu'à l'UDC, il y a des personnes plutôt libérales, des personnes conservatrices, et il y a des jeux de pouvoir de l'un à l'autre. Vous avez parlé des médias mainstream, vous avez parlé des petits médias comme le vôtre qui sont une forme de contre-pouvoir, puis là-dedans, on voit quand même que les médias mainstream attirent de moins en moins les gens sont moins en moins collés au 19-30, et puis il y a tous ces réseaux sociaux qui prennent, et où il n'y a plus, évidemment, où ça prend toutes sortes de proportions. Comment est-ce que vous situez ça, à quelque part, ce troisième pouvoir que sont ces réseaux sociaux? Moi, je pense que c'est plein de... Enfin, moi, ça me donne beaucoup d'optimisme, en fait. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de propositions. C'est-à-dire qu'auparavant, pour avoir 2 minutes de conservatisme dans un débat de radio, ou même de libéralisme... Alors moi, je partage évidemment ta façon de voir les choses par rapport au milieu des médias. Et les journalistes qui ont tendance à venir du même moule. Mais ce que j'ai de la peine à comprendre, c'est que parfois, il y en a quand même encore de ces journalistes qui, au fond d'eux, partagent les mêmes valeurs que nous. Et c'est pourquoi ils restent muets. Et dans la société, on l'observe aussi, c'est que finalement, notre manière de voir les choses reste encore assez répandue. Il y a une majorité qui se laisse complètement dominer par la minorité, et qui n'ose pas réagir publiquement, et qui le fait, comme tu l'as dit, en envoyant des messages privés. Pourquoi? Mais je pense que vraiment la méconnaissance de notre patrimoine intellectuel est vraiment un symptôme important. Beaucoup de ce qu'on appelle les droitards aujourd'hui, enfin beaucoup de jeunes de droite, ils regardent des vidéos, c'est très bien. Moi, quand je fais une vidéo sur YouTube, à la fin, c'est pour dire lisez ce livre-là, lisez ce livre-là, lisez ce livre-là. Beaucoup de gens ont le sentiment qu'on peut se cultiver, qu'on peut apprendre à faire face intellectuellement à des gens qui sont formés simplement en regardant des vidéos ou des choses comme ça. Moi je crois pas à ce truc de... il faut pas cacher ce qu'on est, mais il faut vivre, il faut montrer que nos idéaux nous rendent la vie plus belle, plus riche, et qu'on nous rend un peu...